s'agit maintenant de penser une certaine dimension éthique, propre au dessin politique. Non simplement comme la mise en œuvre d'une morale sociale, mais véritablement une éthique construite dans le sens, par exemple, des écrits de Robert Musil, à partir de la réalisation authentique de soi dans une ontologie. En définitive, si nous contemplons l'homme dans son évolution, dans son histoire, nous pouvons remarquer qu'il est passé, selon moi, par 4 révolutions qui ponctuent sa longue marche régressive vers le règne de l'ego. La présence primitive, l'étape subjective, la révolution de l'altérité et la mutation inauthentique relative à la puissance de la technique. La présence primitive, tout d'abord. Elle incarne ce moment de l'enfance de l'humanité où l'homme ne parlait de lui-même qu'à la 3e personne pour affirmer l'immédiateté de sa conscience. Il a mal, il a faim, il a soif. Historiquement, ce moment correspond avec celui de l'émergence de l'homme dans le monde, un monde fascinant, impressionnant, inconnu et parfois hostile. Un univers dans lequel il a bien du mal à se situer et, qu'il tente malgré tout de comprendre. La connaissance qu'il acquiert progressivement lui donne l'impression de se familiariser avec lui. Puis, 2e étape, nous remarquons l'apparition d'un jeu, et c'est l'étape subjective. L'homme parvient à débattre en son nom propre, comme citoyen de la démocratie à Athènes, s'exprime en qualité d'acteur dans le théâtre à Épidore, ou dans l'exercice de la médecine à Corinthe, ou encore se révèle en tant qu'athlète au stade à Olympie. Il œuvrait alors dans sa propre destinée en fonction des grandes vertus. On les retrouve d'ailleurs chez Platon, le beau, le vrai, le juste, la tempérance et le bien. L'être avait grandi à lui-même et avait ainsi transcendé sa condition première de simple présence au monde. Toutefois, les valeurs allaient bientôt décliner au profit de luttes servant des intérêts personnels, engendrant ensuite une dégradation de la citoyenneté et de la corruption de la démocratie. Par suite, avec la religion révélée, l'individu poursuivit sur la voie en s'appliquant à vivre en se détournant des péchés, conformément à la morale religieuse et en qualité de créature de Dieu. Néanmoins, les clivages entre riches et pauvres, les nobles, les bourgeois et le peuple, souvent inculte, misérable, portaient les germes de la révolution, réclamant davantage de répartition des richesses, réclamant davantage de justice et de droit. Puis, 3e étape, vint ensuite le temps de la Révolution française, qui symbolise cette étape particulière où l'être humain parvient à dire « tu »,« toi », mon semblable, mon égal. Il conçut alors face à lui une altérité légitime, à qui il reconnut ses droits et dont il se crut responsable. L'idée d'homme s'enrichit de la conviction de sa grandeur, de sa dignité. La révolution de l'altérité venait d'avoir lieu dans le sang. Néanmoins, elle portait le projet d'un humanisme repensé à partir des droits de l'homme, leur extension et leur tendance progressive à atteindre une dimension universelle. Cependant, et nous basculons vers le moment de l'inauthentique, cependant, avec l'apparition et le développement de l'industrie et de la technique, les relations humaines se sont déshumanisées progressivement. Les hommes crurent avoir réalisé la prophétie cartésienne et s'être rendus maîtres et possesseurs de la nature. Ou comme l'explique plus précisément Henry Adams, les bombes sont de vigoureuses éducatrices, et même la télégraphie sans fil ou l'aviation pourrait exiger la reconstruction de la société. L'Américain nouveau, l'enfant de l'incalculable, de la puissance électrique et de l'énergie radioactive, devait être une sorte de Dieu comparé à toutes les créatures antérieures de la nature. Comme le précise Heidegger dans sa conférence intitulée « La question de la technique », l'essence de la technique n'est rien de technique. Ce qui signifie que la technique doit être appréhendée comme événement métaphysique et non pas simplement comme un ensemble d'applications modernes améliorant l'efficacité et l'investigation scientifique. Heidegger considère que la technique transforme le rapport à l'état, parce que par le prisme du calcul, de l'estimation, elle tente à renforcer l'efficacité opératoire. La technique ne désigne donc pas
la marque historique du progrès et des moyens mis en œuvre pour conquérir le savoir. Elle ne se réduit pas non plus à un ensemble d'instruments qui facilitent la précision, mais par une sorte de renversement. Cette technique qui devait permettre d'accéder à la vérité au cours de la démarche d'investigation scientifique n'a cherché qu'à déployer son industrie et à consolider l'efficacité opératoire. La quête de la vérité fut éclipsée au profit de la calculabilité, conséquemment aux nécessités d'une existence structurée par la rentabilité. Selon Heidegger, cette nouvelle orientation caractérise le destin postmoderne de l'homme occidental et renforce l'idée que ce dernier reste malgré toutes les avancées techniques et les progrès historiques et sociaux un être désorienté. Certes, les sciences expérimentales technicisées lui ont donné l'impression qu'il allait se rendre maître et possesseur de la nature, nous l'avons dit, mais la réalité à laquelle il est confronté lui résiste, ce qui témoigne de cette difficulté de se l'approprier. D'autre part, les sciences humaines nous proposent une infinité de possibles significations, sans pour autant s'unifier et synthétiser leur démarche à partir d'un principe commun. Ainsi, les connaissances demeurent relatives à la discipline qui les étudie. Sans fond partagé, elles ne permettent pas d'attribuer un sens commun à la recherche, ni même de rendre compte unanimement d'une adéquation entre la chose et son concept. Ainsi, un abîme se creuse entre l'exigence de vérité et celle de la signification. Comme le disait Husserl, dans la détresse de nos vies, la science n'a rien à nous dire. Dès lors, l'homme a pu transférer un certain nombre de ses pouvoirs à des machines. Néanmoins, par une sorte de mouvement de rétroaction, ces dernières l'ont également transformé en modifiant sa manière d'être aux choses. L'homme est devenu tributaire des machines et s'est vu quelque part aliéné. Il a aliéné une part de sa liberté. Spengler l'expose ainsi dans son ouvrage « L'homme et la technique ». Il nous dit « Toutes les choses vivantes agonisent dans l'étau de l'organisation. Un mode artificiel pénètre le monde naturel et l'empoisonne. La civilisation elle-même devenue une machine faisant ou essayant de tout faire mécaniquement. Nous ne pouvons plus penser qu'au terme des chevaux-vapeurs. Nous ne pouvons regarder une cascade sans la transformer mentalement en énergie électrique. » La technique, puis l'industrialisation, force de rendement et de potentiel financier, ont conforté l'homme dans sa quête de pouvoir politique et économique. À cela s'est ajouté un esprit de consommation à outrance qui a considérablement modifié le rapport aux êtres, aux choses et au temps. Chacun s'est cloîtré dans un individualisme exacerbé, renforcé par le sentiment d'appartenir à une classe sociale et de se perdre en elle. Il s'avère qu'à ce niveau, nous assistons à la révolution du « on ». Elle se manifeste par l'inadéquation de la différentielle entre le sujet et l'objet. L'authenticité comportant en elle sa part d'inauthenticité, son caractère impropre, quand même à le souligner Étienne Balibar, témoigne de la difficulté de dépasser leur aspiration théorique pour intégrer la réalité événementielle. L'événement devenant le moment de l'avènement de l'être, y compris dans ses agissements les plus misérables, révélant un « on » inauthentique, impersonnel, où chacun fuit ses responsabilités, se défausse dans un oubli de soi, puis l'éprouve et renforce la scission interne qui nous ramène à une conscience malheureuse. C'est pourquoi, fort de ce constat d'une démarche historique régressive, nous sommes en droit d'attendre, au terme d'un processus de déconstruction, que l'homme initie une 5e étape, et moi je l'appelle la transmutation éthique. Cette observation nous semble témoigner de l'urgence de procéder à une déconstruction des mécanismes, égocentrisme, intérêt personnel, profit, mépris de la nature, et des rouages qui renforcent l'égoïsme afin de procéder à la révolution du nous. La transmutation éthique se révèle impérative, car dans sa singularité active, l'homme ne peut se dissimuler, selon Bakhtin, derrière la métaphore du non-alibi de l'être. L'individu a donc le devoir d'agir et il ne peut se soustraire à ce qu'il est. Et comme le précise également Badiou, au lieu de le lier à des catégories abstraites
l'homme, le droit, l'autre, on leur apportera des situations. Au lieu d'en faire une dimension de la piété pour des victimes, on en fera la maxime durable de processus singuliers. Au lieu que n'y soit un jeu que la bonne conscience conservatrice, il aura du destin des vérités. Ce qui signifie que sa singularité se doit de s'exprimer dans des actes qui eux-mêmes participent de l'être, le révèlent. Ce qui peut être accompli par moi ne peut l'être par personne d'autre. Jamais. La singularité de l'être présent s'impose rigoureusement. L'homme se définit donc par ses agissements, il demeure libre et il manifeste ce qu'il est à partir de ses choix et de ses engagements. Sartre aimait à nous dire qu'un homme, finalement, n'existe pas à la manière de l'arbre ou du caillou. Il est engagé, il faut parier. L'abstention même est un choix. Si lui-même ne porte pas nécessairement un regard critique sur ses comportements, il est toutefois exposé, livré à l'appréciation de ses congénères. Sartre avait évoqué à ce propos la mauvaise conscience dans son huis clos. Il avait apporté l'idée d'une mauvaise foi afin de révéler l'homme qui n'assume pas ses décisions, se déresponsabilise et refuse d'assumer ses petites démissions quotidiennes, ses manquements. Il souhaitait surtout mettre l'accent sur l'angoisse que l'homme peut éprouver en découvrant qu'il ne peut être arrêté par rien. La liberté, lorsqu'elle se dévoile à elle-même, s'angoisse parce que l'homme peut être à lui-même son plus grand danger. Il est capable de commettre l'irréparable, comme le suggère Kirillov de Dostoïevski, puisque si Dieu est mort, tout est permis, y compris se brûler la cervelle, nous disait-il. Ce qui pour Camus ressemblait au premier problème philosophique qui consistait à s'interroger sur la question si la vie valait la peine ou non d'être vécue. Conséquemment, l'homme était contraint d'être libre. Bakhtin, dans son second degré du Post-Sukov, dit que nous avons toujours la possibilité du choix. L'homme ne peut nier ses responsabilités et renoncer à les assumer. Néanmoins, cela relève toujours de sa liberté et de son implication. Ainsi, j'invite à une transmutation éthique, parce que quelque part, il y a une prise de conscience de l'obligation, pour l'être singulier que je suis, de manifester une sorte de particularisme dans mes actes, afin de contribuer, si possible, à m'enrichir de ma spécificité et à me bâtir, comme disait Saint-Exupéry, en me situant et en affrontant et en me dépassant devant l'obstacle. L'homme ne peut nier ce qu'il est que s'il se refuse à accomplir ses devoirs. En fait, reconnaître à l'autre des droits ne suffit pas. La transformation des valeurs appelle la métamorphose intérieure puis sociale, car historique. Dans le nous, autrui et moi agissons ensemble, et nous nous reconnaissons réciproquement des qualités ou des défauts. Nous nous efforçons de bâtir des projets communs dans la tolérance, la complémentarité, afin de tendre vers une humanité responsable. Je conclurai avec ces mots de Sartre. L'homme étant condamné à être libre, porte le poids du monde tout entier sur ses épaules. Il est responsable du monde et de lui-même en tant que manière d'être.